incarne. Tout s'est joué en à peine 7 minutes, un laps de temps dérisoire en apparence mais suffisant pour provoquer la plus profonde rupture diplomatique entre Paris et Londres depuis la crise de Suez en 1956, au point d'ébranler les fondations même du bloc occidental. À cet instant précis, Starmer achevait un plaidoyer enflammé en faveur de l'accord défendant avec conviction la nécessité stratégique du partenariat militaire entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, tout en reléguant les protestations françaises au rang de réactions compréhensibles, mais selon lui excessives face à ce que Paris dénonçait comme une trahison majeure de ses alliés historiques. Face à Sébastien Lecornu, il affichait cette assurance typiquement britannique mêlée à un calme imperturbable qui fait la signature du style diplomatique de Whitehall, persuadé d'avoir présenté un argumentaire irréfutable pour justifier la nouvelle orientation internationale du Royaume-Uni post-Brexit. Pourtant, dans la salle climatisée du sommet du G7 à Hiroshima, l'atmosphère semblait chargée d'électricité. Une tension presque palpable, celle qui précède les ruptures irréversibles, car cette fois, il ne s'agissait ni de querelles techniques sur le commerce, ni de débats classiques sur l'immigration, mais bien d'un affrontement direct, presque idéologique, entre deux visions radicalement opposées de ce que devait être l'Alliance occidentale. Deux visions s'opposaient frontalement, presque irréconciliables. D'un côté, l'approche anglo-saxonne incarnée par Starmer qui privilégiait sans détour les affinités historiques et culturelles reliant Londres, Washington et Canberra, quitte à reléguer les partenaires européens au second plan. De l'autre, la position française défendue par Lecornu, fondée sur le respect des engagements et une certaine idée de la fidélité entre alliés de longue date. Pourtant, un détail aurait dû mettre la puce à l'oreille du Premier ministre britannique, cette froideur presque métallique dans le regard de Lecornu, une tension parfaitement maîtrisée en totale rupture avec les codes habituels de la diplomatie franco-britannique. Car derrière les explications apparemment techniques autour de l'AUKUS se dissimulait une vérité que Starmer refusait obstinément de regarder en face. Paris n'avait pas simplement été écarté d'un contrat, elle avait compris que ses alliés les plus proches pouvaient sans hésiter la sacrifier dans l'ombre au nom de leurs propres intérêts stratégiques. Ce qui allait suivre ne se limiterait pas à un simple incident diplomatique. Cela allait secouer tout l'Occident, fissurer l'OTAN et peut-être inaugurer le crépuscule de cette relation dite spéciale entre Londres et Paris. Pour saisir la violence du choc à venir lors de cette réunion des dirigeants des 7 principales puissances mondiales, il faut remonter au moment précis où la France découvrit non pas dans des échanges confidentiels, mais à travers les médias internationaux, que ses partenaires de toujours venaient de la trahir avec une précision presque chirurgicale. À ce moment-là, Naval Group, véritable joyau de l'industrie navale française, avançait sereinement sur ce qui était considéré comme le contrat du siècle, la construction de 12 sous-marins conventionnels destinés à l'Australie pour une valeur de 35 milliards d'euros. Un projet colossal censé garantir des décennies d'activité au chantier français, mobiliser des milliers d'ingénieurs et ancrer durablement la France comme acteur clé de la défense dans l'Indo-Pacifique face à la montée en puissance de la Chine. Puis à 20h45 de Paris, tout bascula. Florence Parly, alors ministre des Armées, reçut un appel glacial de son homologue australien annonçant sans détour la rupture unilatérale du contrat au profit d'un accord secret conclu avec Washington et Londres. Non seulement Canberra abandonnait les sous-marins français, mais elle s'apprêtait à accéder à une technologie nucléaire ultra sensible que les États-Unis n'avaient jusqu'alors partagée qu'avec le Royaume-Uni. Avec une gêne à peine dissimulée, le ministre australien tenta d'adoucir le choc en affirmant que ce choix n'avait rien de personnel. Pourtant, derrière cette formule diplomatique creuse, se cachait une réalité brutale, 35 milliards d'euros et une décennie de coopération balayée d'un geste au profit d'une alliance secrète négociée dans l'ombre depuis des mois entre les 3 capitales anglo-saxonnes, déclenchant une réaction française aussi immédiate qu'historique. C'est un tournant historique pour la première fois depuis 1978. Paris décide de rappeler ses ambassadeurs en poste à Washington et à Canberra, en sorte, un geste diplomatique d'une gravité exceptionnelle. Dans la foulée, Emmanuel Macron qualifie l'épisode de véritable coup de poignard dans le dos, tandis que Jean-Yves Le Drian parle sans détour de trahison et que l'ensemble du spectre politique français des extrêmes jusqu'aux partis traditionnels condamne d'une seule voix ce que beaucoup décrivent comme une duplicité anglo-saxonne assumée. Pourtant, au-delà de l'indignation publique, ce qui glace réellement Paris, c'est la posture britannique.
Tandis que Boris Johnson célèbre avec emphase son concept de Global Britain, présenté comme une réussite éclatante, les enquêtes françaises dévoilent peu à peu que Londres n'était pas un simple allié suiveur de Washington, mais bien l'un des principaux stratèges de l'opération. Loin d'un rôle secondaire, le Royaume-Uni aurait activement orienté les décisions américaines afin d'écarter la France et de recomposer un pôle anglo-saxon dominant dans la zone Indo-Pacifique. Dans le même temps, les éléments confidentiels exfiltrés par les services français dessinent un tableau encore plus dérangeant. Dès 2020, le MI6 aurait identifié le contrat entre Paris et Canberra comme un frein direct à ses ambitions régionales post-Brexit. Une note interne du Foreign Office rendue publique plus tard par la presse d'investigation résume sans détour cette stratégie. La domination française dans le domaine naval australien est perçue comme un obstacle majeur aux objectifs britanniques et doit donc être contrecarrée. À l'Élysée, la révélation agit comme une déflagration. Non seulement Londres n'a jamais alerté son allié français, mais elle aurait délibérément œuvré dans l'ombre pour l'exclure d'un marché stratégique majeur. Pour un proche de l'exécutif français, le verdict est sans appel. Il ne s'agit plus d'une simple rivalité diplomatique, mais bien d'une forme d'espionnage économique maquillée en coopération militaire. Le temps a passé, mais pas l'oubli, 18 mois après l'épisode de rupture. La relation entre Paris et Londres reste figée dans une méfiance froide, comme si le choc initial n'avait jamais réellement cicatrisé. Arrivé au pouvoir en promettant de retisser des liens plus harmonieux avec le continent européen, Starmer a bien multiplié quelques signaux d'apaisement sans jamais toucher à l'essentiel. La ligne stratégique héritée de son prédécesseur demeure intacte. Pour lui, l'AUKUS représente un pilier incontournable de la sécurité occidentale et la France doit simplement s'adapter aux réalités géopolitiques du siècle en cours. Fort de cette conviction, il choisit alors le sommet du G7 à Hiroshima pour imposer frontalement son récit, persuadé de rallier d'autres puissances à la vision britannique. Mais ce calcul s'avère dangereux en ouvrant ce débat au grand jour. Il offre involontairement à l'écornu l'opportunité qu'il attendait patiemment depuis plus d'un an et demi. Car en coulisses, le chef du gouvernement français n'a rien laissé au hasard. Pendant des semaines entières, les équipes de Matignon ont rassemblé, trié et consolidé un ensemble de preuves explosives visant à démonter non seulement l'architecture réelle de l'AUKUS, mais aussi les zones d'ombre de la stratégie britannique. L'ambition est limpide, dépasser la simple dénonciation de 2020 et pour exposer devant l'ensemble de la scène internationale les contradictions profondes du discours de Global Britain né après le Brexit. Dans les couloirs feutrés de la DGSE avenue de Tourville, une unité spécialisée a minutieusement passé au crible chaque document lié à ce dossier sensible. L'enquête, placée sous la supervision directe de Bernard Bachelet, ancien patron du renseignement extérieur français, prend une ampleur exceptionnelle. Lors d'une réunion strictement confidentielle, il résume la situation à l'écornu sans détour. Londres aurait sciemment compromis les intérêts de Français pour servir ses propres ambitions stratégiques, dissimulant une logique d'hostilité derrière les apparences d'un partenariat. Les éléments recueillis dressent un constat implacable. Au moins 15 rencontres secrètes ont été organisées entre représentants britanniques, américains et australiens, entre janvier et septembre 2020 et toutes en dehors de la connaissance française, malgré les cadres de coopération existants. Plus troublant encore, certaines de ces discussions clandestines se seraient déroulées en marge même de sommets internationaux, alors que Paris pensait encore négocier en toute transparence avec ses partenaires. Un épisode en particulier survenu en marge du sommet du G7 cristallise l'indignation française, tandis qu'Emmanuel Macron partageait un déjeuner avec Boris Johnson dans une atmosphère officielle, évoquant la coopération européenne des représentants britanniques. Eux s'activaient discrètement dans une autre salle du même établissement aux côtés de leurs homologues australiens afin de verrouiller les derniers détails de l'exclusion de la France. Un diplomate français résumera plus tard la scène d'une formule sèche, une trahison à l'état brut. Et pourtant, ce tableau déjà explosif n'était qu'un prélude. Les investigations menées par Paris révéleront ensuite que plusieurs grandes entreprises britanniques, dont BAE Systems et Rolls-Royce, avaient anticipé leur participation au programme australien dès les premiers mois de 2020 et bien avant toute annonce officielle, connaissant donc parfaitement l'éviction imminente de leurs concurrents français, tout en choisissant de garder le silence afin de préserver l'effet de surprise stratégique. Face à ces révélations, Bruno Le Maire n'hésite pas à qualifier la situation de mécanique de concurrence déloyale orchestrée au plus haut niveau de l'État britannique.
Selon lui, Londres aurait instrumentalisé ses alliances militaires pour neutraliser des acteurs économiques français sur un marché parfaitement légitime en violation des principes fondamentaux du commerce international. Cette lecture renforce encore davantage la détermination de Lecornu, désormais convaincu qu'un simple désaccord diplomatique ne suffit plus. Il s'agit d'exposer publiquement depuis la tribune du G7 l'ampleur réelle de ce qu'il considère comme une trahison structurée, tout en exigeant réparation pour les entreprises françaises touchées. La préparation de cette riposte atteint alors un niveau de précision presque chirurgicale. Dans le même temps, Jean-Yves Le Drian, ancien chef de la diplomatie française et observateur privilégié de la crise AUKUS, apporte à Lecornu une mise en perspective plus profonde encore. Il insiste sur le fait que l'enjeu dépasse largement la perte d'un contrat, c'est la confiance même entre alliés occidentaux qui s'est fissurée. Si les partenaires les plus proches peuvent frapper ainsi dans l'ombre, alors toute parole diplomatique perd sa valeur, souligne-t-il. Cette dimension presque existentielle marque profondément Lecornu qui dépasse désormais la simple défense des intérêts économiques pour viser la restauration de la crédibilité internationale de la France. À ses conseillers, il lâche alors une phrase lourde de sens. Starmer découvrira tôt ou tard que trahir Paris entraîne toujours un prix à payer. À l'heure exacte prévue, 15h30, dans la grande salle du sommet du G7 à Hiroshima, Starmer s'avance vers la tribune avec une aisance presque héritée d'un autre siècle, celle que Londres revendique depuis toujours dans ses grandes démonstrations diplomatiques. Son costume gris parfaitement taillé et sa cravate rouge travailliste soigneusement ajustée renforcent l'image d'un dirigeant qui incarne une nouvelle génération britannique, tiraillée entre l'héritage du Brexit et les équilibres complexes du monde actuel. Dès les premiers mots prononcés dans une diction d'Oxford parfaitement maîtrisée, il plante le décor, il s'adresse au chef d'État du G7 pour évoquer ce qu'il présente comme un enjeu vital, à savoir l'architecture de sécurité collective autour de l'AUKUS et sa mission dans la protection des valeurs démocratiques face aux tensions du XXIe siècle. Dans son intervention, Starmer enchaîne analyse stratégique et appelle à l'unité des démocraties occidentales, construisant patiemment un récit où la montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique impose selon lui une adaptation profonde des alliances et des dispositifs de défense, même au prix de décisions difficiles. Avec assurance, il présente l'AUKUS comme un mécanisme qui ne vise aucun partenaire en particulier, mais qui incarne au contraire une forme aboutie de coopération entre nations, partageant les mêmes valeurs, notamment à travers le partage de technologies avancées au service d'une stabilité mondiale qu'il juge menacée. Puis vient le passage le plus sensible, celui qui fera réagir Paris. Il reconnaît que la France a pu être contrariée par les évolutions concernant l'Australie, tout en justifiant ses choix par la nécessité de décisions rapides, discrètes et dictées par les exigences de la géopolitique moderne. Avant de conclure que l'essentiel n'est pas la provenance des équipements, mais la cohésion des démocraties face aux régimes autoritaires. Cette façon de minimiser la frustration française n'a rien d'un hasard, elle est calibrée pour provoquer. Pourtant, Starmer poursuit enfermé dans sa propre logique, allant encore plus loin dans sa démonstration. Il affirme alors que si la France demeure un partenaire important sur le continent européen, d'autres configurations d'alliances s'imposent naturellement dans la région du Pacifique, chaque État devant, selon lui, accepter que son influence s'arrête à certaines limites géographiques et stratégiques. Cette dernière remarque agit comme une véritable provocation diplomatique. Elle revient à assigner à la France un rôle strictement européen, tout en réservant implicitement l'espace Indo-Pacifique à une sphère d'influence anglo-saxonne. Dans la salle, plusieurs dirigeants échangent des regards silencieux, conscients que la ligne vient d'être franchie. Porté par l'absence de réaction dans la salle qu'il prend à tort pour une validation tacite, Starmer décide de pousser son raisonnement jusqu'à son extrémité la plus assumée. Selon lui, l'épisode AUKUS constituerait la preuve éclatante que le Brexit n'a en rien marginalisé le Royaume-Uni, mais qu'il lui a au contraire permis de se libérer des cadres européens pour tisser des alliances plus larges, plus ambitieuses, notamment avec les nations anglophones, qu'il considère comme ses partenaires naturels. À cet instant, le propos dépasse largement le simple argumentaire diplomatique. Il prend la forme d'une prise de position frontale qui résonne comme un défi adressé à l'ensemble de l'Union européenne. Du côté français, les expressions se durcissent immédiatement tandis que Lecornu lui conserve un calme presque déroutant absorbé dans la prise de notes comme s'il attendait précisément ce moment. Starmer conclut néanmoins sur une note conciliatrice en apparence, appelant Paris à dépasser ses émotions pour s'inscrire dans une vision partagée de la sécurité occidentale tout en laissant planer l'idée que l'histoire finira par trancher.
Dans la salle, les applaudissements qui suivent sont mesurés presque froids, loin de toute adhésion réelle. Le climat devient alors nettement plus électrique lorsque tous les regards convergent vers l'écornu. Sollicité pour répondre, le chef du gouvernement français se lève avec une assurance presque militaire, héritée d'un autre temps où la discipline et la rigueur structuraient encore le langage diplomatique. Sans précipitation, il rejoint la tribune, fixe longuement son homologue britannique, puis prend la parole dans un silence total, prêt à livrer une réplique qui marquera durablement les esprits. D'une voix maîtrisée, calme en surface mais tranchante dans son intention, il commence par remercier Starmer pour sa leçon de géopolitique, avant d'annoncer qu'il va à son tour redéfinir ce que signifie réellement une alliance entre nations dites civilisées. La réponse ne tarde pas à devenir frontale. Le cornu ouvre un dossier sombre posé devant lui et déroule avec précision une série de faits que personne dans la salle ne semblait anticiper. Il rappelle d'abord avec une rigueur chronologique implacable les étapes qu'il présente comme l'architecture d'une trahison soigneusement construite. Le mot est lâché sans détour: trahison. Un frisson traverse l'Assemblée. Janvier 2020 et une première coordination secrète entre les services britanniques et Washington pour écarter la France du programme australien. Mars 2021, les grandes entreprises britanniques comme BAE Systems et Rolls-Royce commencent déjà à préparer leurs offres bien avant toute annonce officielle. Juin 2021, pendant que Macron partage un déjeuner avec Boris Johnson lors du G7 de Cornouailles, des représentants britanniques rencontrent discrètement les Australiens dans une salle voisine du même hôtel pour finaliser les modalités de l'exclusion française. À chaque nouvel élément dévoilé, l'atmosphère se densifie comme sous l'effet d'un choc répété. Starmer tente bien de reprendre la parole, amorçant une protestation prudente sur le terrain des supposées accusations, mais il est immédiatement coupé net par Lecornu qui rectifie sans détour. Il ne s'agit pas d'hypothèses, mais de faits établis et étayés par les services de renseignement français. Sans lui laisser respirer, le Premier ministre français poursuit méthodiquement sa démonstration, rappelant qu'en septembre 2021, l'annonce de l'AUKUS a été faite sans la moindre information préalable à Paris, découverte par la France uniquement via la presse internationale. Il enchaîne sur le bilan: 65 milliards d'euros envolés, 4000 emplois supprimés, une décennie de coopération effacée d'un trait avant de lancer avec une froideur calculée la question qui claque comme une accusation. Est-ce cela la fameuse modernité géopolitique britannique? Désormais, la salle entière semble suspendue aux mots de l'écornu. Starmer, visiblement déstabilisé, tente de réorienter le débat en invoquant la nécessité de l'unité occidentale face à la Chine, mais sa tentative est immédiatement brisée. Lecornu relève le terme avec une ironie tranchante: quelle unité peut survivre lorsqu'un allié agit dans le dos de l'autre? Il accuse alors frontalement Londres d'avoir exploité des informations sensibles pour neutraliser les propositions françaises, franchissant selon lui une ligne rouge. Il ne s'agit plus de compétition entre États, mais d'espionnage économique déguisé en coopération stratégique. Une accusation d'une telle gravité provoque une onde de choc visible dans l'Assemblée. Starmer rejette fermement ces propos, affirmant qu'ils sont totalement infondés. Mais Lecornu imperturbable sort aussitôt une pièce supplémentaire de son dossier, un rapport du GCHQ datant de mai 2020 et un analysant en détail les propositions techniques françaises. Il demande calmement comment un tel document aurait pu se retrouver côté britannique sans recours à des méthodes d'espionnage. La tension grimpe encore d'un cran. Starmer vacille, mais Lecornu n'a pas terminé. Il déplace le débat sur le terrain économique et aligne les chiffres avec une précision implacable: 67 milliards d'euros d'échanges entre la France et le Royaume-Uni, chaque année contre seulement 13 milliards entre Londres et Canberra. Puis, il conclut presque froidement en posant une question qui sonne comme un verdict: est-ce vraiment de la stratégie géopolitique ou simplement une erreur de jugement monumentale? Ces chiffres implacables et froidement exposés suffisent déjà à mettre en lumière ce que Lecornu présente comme une incohérence profonde de la stratégie économique britannique. Pourtant, il ne s'arrête pas là, il choisit clairement d'attaquer un terrain bien plus sensible, celui de la mémoire et de la fierté nationale. Sa voix change, devient plus lourde, presque solennelle, lorsqu'il invite son homologue britannique à se souvenir de certains faits historiques que, selon lui, Londres préfère ignorer. Il énumère alors avec une précision volontairement marquée les moments où la France s'est tenue aux côtés du Royaume-Uni la Seconde Guerre mondiale,
lorsque Londres subissait les bombardements allemands et que la France libre de Gaulle poursuivait le combat à ses côtés, la Normandie où les forces françaises participaient au débarquement, puis les Malouines où Paris apportait son soutien diplomatique à Londres sur la scène internationale. Chaque référence agit comme une piqûre de rappel ravivant une solidarité passée que les dirigeants présents dans la salle, tous familiers de ces épisodes, semblent accueillir avec une émotion visible. Puis le Cornu enchaîne sans laisser retomber la tension. D'un ton désormais tranchant, il demande comment ces gestes ont été récompensés, espionnage, trahison, exclusion, des cercles stratégiques les plus proches. Il lance alors une phrase qui fait mouche presque brutale si telle est la conception britannique de l'amitié. Alors Paris préfère encore ses adversaires. La salle réagit immédiatement, certains dirigeants laissant échapper des sourires discrets, tandis que Starmer, visiblement déstabilisé, tente de se raccrocher à un nouvel argument concernant les enjeux du Pacifique. Mais il est immédiatement interrompu. Le Cornu recentre le débat avec une froide précision géographique. La France possède des territoires dans cette région Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, où vivent des millions de citoyens français, ce qui rend absurde toute tentative de l'exclure des discussions sur la sécurité du Pacifique. Il conclut en renvoyant sèchement son interlocuteur à une révision élémentaire de la carte du monde avant de prétendre en définir les équilibres stratégiques. Enfin, le Cornu pousse son raisonnement jusqu'à son point ultime. Il accuse directement le Premier ministre britannique d'avoir détruit la base même de toute coopération entre alliés, la confiance. Comment travailler ensemble, demande-t-il, lorsque les partenaires se mentent, s'espionnent et se trahissent dès que leurs intérêts immédiats sont en jeu? Sa conclusion tombe comme un verdict historique. L'AUKUS, selon lui, n'est pas une alliance véritable, mais un cercle fermé de nations issues d'un héritage colonial anglophone, refusant toute égalité avec la France. Et il affirme avec une fermeté glaciale que Paris ne quémandera plus jamais la reconnaissance britannique. Les choix sont faits de part et d'autre, chacun suivra désormais ses propres alliances. Le silence qui s'installe après ces échanges est si dense qu'il en devient presque palpable, comme si la salle retenait son souffle face à ce qui vient de se produire. Starmer lui donne l'impression inhabituelle de vaciller pour la première fois depuis le début de sa carrière. Cette assurance politique qu'on lui connaissait semble fissurée. Il tente bien de relancer un discours apaisant évoquant la nécessité du dialogue et de la coopération, mais ces mots sonnent creux, dépourvus de l'autorité habituelle. Très vite, la scène dépasse largement le cadre de la salle de conférence. L'échange se propage à une vitesse fulgurante, captée, découpée et diffusée sur toutes les plateformes numériques et les chaînes d'information internationales. En quelques heures seulement, le duo Les Cornu-Starmer devient un phénomène mondial, alimentant des lectures opposées entre ceux qui saluent la fermeté française et ceux qui y voient une fracture inquiétante au sein du camp occidental. Au Royaume-Uni, la réaction ne tarde pas et révèle au grand jour des lignes de fracture déjà existantes. Les médias proches des conservateurs, à l'image du Telegraph ou du Times, dénoncent une posture jugée arrogante de la part de la France, allant jusqu'à parler de pression diplomatique excessive. À l'inverse, plusieurs titres plus progressistes comme The Guardian ou The Independent adoptent une lecture plus mesurée, certains chroniqueurs reconnaissant même que Paris n'a pas réagi sans motif solide. Le plus préoccupant pour Starmer reste toutefois l'opinion publique profondément divisée. Elle ne suit plus une ligne unique. Un sondage YouGov réalisé dans les 2 jours suivant l'incident révèle que près de 43% des Britanniques estiment que leur gouvernement aurait dû traiter la France avec davantage de considération dans le dossier AUKUS. Cette fracture interne fragilise nettement la position politique du Premier ministre. En France, la dynamique est totalement inversée, mais tout aussi spectaculaire. Les enquêtes d'opinion montrent un soutien massif à la posture adoptée par le chef du gouvernement, toute sensibilité politique confondue. Pour beaucoup, c'est la première fois depuis longtemps qu'un dirigeant français affronte publiquement Londres sans retenue ni complexe, et cette attitude suscite une fierté largement partagée. Des figures politiques que tout oppose s'en félicitent tour à tour. Marine Le Pen salue un réveil national. Jean-Luc Mélenchon parle de résistance face aux logiques anglo-saxonnes, tandis que Valérie Pécresse reconnaît elle aussi que Le Cornu a incarné une défense ferme de l'honneur français. C'est finalement de l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, que l'écho de la confrontation prend une dimension encore plus délicate. Aux États-Unis, l'administration Biden se retrouve dans une position inconfortable, prise en étau entre 2 partenaires européens qui s'affrontent publiquement.
Officiellement, Washington tente de désamorcer la crise et d'en réduire la portée, mais en coulisses, les révélations de Lecornu sur de possibles pratiques d'espionnage britannique mettent la Maison-Blanche dans une situation embarrassante, désavouer Londres reviendrait indirectement à reconnaître une implication américaine dans les mécanismes dénoncés. Plus préoccupant encore, le débat gagne rapidement le Congrès où plusieurs élus commencent commencent à questionner les effets de l'AUKUS sur l'équilibre des alliances transatlantiques. Des sénateurs démocrates, parmi lesquels Chris Murphy, appellent alors à une réévaluation globale du dispositif afin de préserver la cohésion occidentale face aux rivalités croissantes avec la Chine et la Russie. Quelques mois plus tard, environ 6, le paysage diplomatique européen porte encore les traces de cet affrontement avec des relations franco-britanniques tombées à leur niveau le plus critique depuis la crise de Suez. Fragilisé par les retombées de l'incident Starmer, doit désormais composer avec des critiques internes sur sa manière de gérer la politique européenne, certains membres du gouvernement travailliste estimant à voix basse que l'escalade avec la France aurait pu être évitée. Pendant ce temps, Lecornu lui sort considérablement renforcé de l'épreuve sa posture ferme face à Londres et largement salué à travers l'Europe perçue comme une démonstration de sang-froid et de dignité diplomatique. Lors du Conseil européen suivant, cette perception se transforme en reconnaissance plus concrète. Encore plusieurs dirigeants en privé lui témoignent de leur respect pour avoir tenu tête aux Britanniques. Ce capital politique se traduit ensuite par une montée en puissance notable de l'influence française au sein de l'Union, notamment sur les dossiers majeurs tels que la défense européenne, l'autonomie stratégique ou encore les relations avec Pékin. Dès lors, la parole de Paris est écoutée avec une attention nouvelle, presque solennelle. Rétrospectivement, nombreux sont ceux qui considéreront que ces 7 minutes à Hiroshima ont profondément redessiné les équilibres du monde occidental. L'épisode d'Hiroshima a surtout servi à démontrer, selon ses soutiens, qu'il était possible de résister aux puissances anglo-saxonnes sans pour autant fissurer l'architecture des alliances démocratiques, à condition de disposer d'une rigueur argumentaire solide et d'une détermination politique assumée. Dans ces pages, Le Figaro ira même jusqu'à résumer la scène en estimant qu'en l'espace de 7 minutes, Lecornu aurait rétabli une forme de dignité diplomatique française, tout en rappelant que les manœuvres de trahison ne restent pas sans conséquences sur la scène internationale. Dans cette lecture, le temps où Paris se pliait systématiquement aux équilibres dictés par Londres appartiendrait désormais au passé. Pourtant, derrière cette démonstration publique spectaculaire se dissimulait une architecture bien plus discrète, plusieurs mois de préparation méthodique ignorée du grand public et maîtrisée par un cercle extrêmement restreint. Cette opération remonte en réalité à 8 mois avant la confrontation lorsque dans les locaux hautement sécurisés de la DGSE situés boulevard Mortier, une initiative de renseignement d'une ampleur exceptionnelle fut déclenchée afin de percer les zones d'ombre de l'Alliance anglo-saxonne. En interne, elle fut désignée sous le nom de code Dédale, symbole assumé d'un réseau de dissimulation attribué aux stratégies britanniques. Pour mener cette mission, une trentaine d'agents furent déployés et répartis entre Londres, Washington, Canberra, ainsi que plusieurs autres centres névralgiques. Le dispositif poursuivait 2 objectifs clairement définis: reconstituer avec exactitude la séquence chronologique de ce que Paris qualifiait de trahison AUKUS, afin d'en établir les responsabilités précises et réunir des preuves solides d'un éventuel espionnage économique visant les intérêts industriels français. Lors du briefing initial, le directeur de la DGSE avait résumé l'enjeu sans détour devant le Premier ministre. Il ne s'agissait plus de subir une humiliation silencieuse, mais d'identifier méthodiquement les acteurs, les décisions et les mécanismes, afin de disposer d'éléments capables d'exposer, voire de discréditer la version britannique sur la scène internationale. Les résultats obtenus dépassèrent largement les attentes initiales. Grâce à des infiltrations ciblées dans les systèmes de communication de plusieurs entreprises de défense britanniques, combinées à l'exploitation de sources diplomatiques traditionnelles, les services français réussirent à reconstituer avec une précision quasi chirurgicale l'ensemble de la séquence opérationnelle ayant conduit à l'exclusion de la France. Au fil de l'enquête, les services français ont fini par assembler une image globale d'une cohérence troublante, révélant ce qu'ils considèrent comme une stratégie britannique faite de doubles discours et d'actions dissimulées. Le document central de cette découverte est un mémo confidentiel du MI6 daté du 18 janvier exfiltré grâce à un agent infiltré au sein même des structures de renseignement britanniques. Ce texte met au jour une opération codée Pacific Crown,
dont l'ambition affichée est de réduire méthodiquement l'influence française dans l'espace Indo-Pacifique en mobilisant tous les leviers disponibles. Plus encore, le contenu du document expose une hiérarchie d'objectifs particulièrement explicite, d'abord écarter Naval Group du marché australien en favorisant une solution alternative jugée technologiquement supérieure, ensuite isoler progressivement la France des grandes discussions stratégiques dans la région Pacifique, enfin démontrer que la version post-Brexit de la Global Britain est capable de concurrencer, voire de dépasser les ambitions historiques françaises. Cette révélation vient conforter une intuition déjà présente côté français. Loin d'être une simple réponse à l'évolution géopolitique chinoise, l'AUKUS apparaît désormais comme un instrument conçu pour affaiblir symboliquement Paris et réaffirmer une domination britannique réactualisée. Pour Bruno Le Maire, le constat est sans appel. Il s'agit d'une forme de conflit économique dissimulé sous les apparences d'une coopération militaire. Mais l'opération Dédale ne s'arrête pas là et met au jour un réseau bien plus large de pratiques contestées. Les enquêteurs français recensent au moins 23 actions d'espionnage visant des entreprises nationales stratégiques, telles que Dassault Safran ou Airbus, toutes surveillées avec une intensité jugée anormale par les services de renseignement. L'un des cas les plus sensibles concerne les discussions confidentielles entre Dassault et l'Inde autour du Rafale. Les analyses françaises révèlent que le GCHQ aurait intercepté et déchiffré pendant près de 6 mois l'ensemble des échanges entre Paris et New Delhi, avant de transmettre ces informations à BAE Systems afin d'optimiser une offre concurrente. Pour Éric Trappier, dirigeant de Dassault, la situation relève clairement d'une concurrence manipulée par l'État britannique lui-même. Cette accumulation de révélations provoque un choc profond à l'Élysée, au point de pousser Emmanuel Macron à s'interroger ouvertement comment continuer à parler d'alliance lorsque des partenaires se livrent à une surveillance systématique de leurs supposés alliés. Dans ce climat déjà explosif, le Cornu se voit confier une mission d'une toute autre dimension, élaborer une riposte diplomatique d'une intensité inédite. Il ne s'agit plus simplement de dénoncer l'AUKUS ou de formuler une protestation classique, mais bien de mettre en lumière devant la scène internationale ce que Paris considère comme une mécanique de duplicité systémique afin de couper toute velléité de répétition du côté londonien. Pour structurer cette réponse, il s'entoure d'une cellule restreinte réunissant les meilleurs spécialistes français des relations avec le monde anglo-saxon. Parmi eux, Sylvie Berman, ancienne représentante diplomatique à Londres, et fin observateur des mécanismes internes britanniques, apporte un éclairage précieux sur les fragilités psychologiques de l'establishment londonien. Lors d'une réunion tenue à huis clos à Matignon, elle expose au Premier ministre une lecture stratégique particulièrement incisive selon elle. Les élites britanniques accordent une importance majeure à leur image de loyauté et de fair play dans leurs relations avec leurs alliés, ce qui les rend particulièrement vulnérables à toute accusation d'espionnage. Leur réputation internationale repose en grande partie sur cette façade de correction diplomatique, explique-t-elle, et sa remise en cause publique provoquerait un effondrement de leur crédibilité sur la scène mondiale. Cette analyse devient alors un pivot central de la stratégie française plutôt que de limiter la riposte à la critique de l'AUKUS. Le Cornu choisit de frapper plus profondément en exposant des éléments liés à des pratiques d'espionnage visant directement le prestige moral britannique et sa réputation historique de gentleman de la diplomatie. Parallèlement, le dossier est enrichi d'une dimension militaire confiée à Pierre Vendier, ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Son diagnostic est sans ambiguïté d'un point de vue opérationnel. L'AUKUS ne tient pas ses promesses. Les sous-marins nucléaires annoncés par Londres et Washington ne seront pas disponibles avant de longues années, ce qui signifie selon lui que l'efficacité militaire a été sacrifiée au profit de considérations purement géopolitiques. Cette lecture technique vient renforcer la position française en donnant à la critique une légitimité stratégique supplémentaire. L'AUKUS n'apparaît plus seulement comme une rupture diplomatique, mais comme une erreur structurelle susceptible d'affaiblir durablement la sécurité occidentale dans la région Indo-Pacifique. Sur le volet économique, c'est Agnès Pannier-Runacher, alors en charge de l'industrie, qui hérite du dossier le plus explosif. Son analyse dresse un constat d'une brutalité rare. Les effets de l'AUKUS sur le tissu industriel français ne relèvent pas d'un simple ajustement commercial, mais d'un choc massif aux conséquences durables. Elle chiffre d'abord la perte du contrat à 65 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget annuel consacré à l'éducation nationale, avant d'ajouter une lecture sociale encore plus lourde, 4 000 emplois directs effacés et près de 12 000 postes indirectement menacés. Derrière ces statistiques,
Elle insiste sur une réalité plus humaine, celle de vies bouleversées, de territoires fragilisés et de familles touchées de plein fouet par des décisions prises au nom de considérations géopolitiques britanniques. Dans un tout autre registre, la stratégie française prend ensuite une dimension inédite avec l'entrée en scène du numérique et de l'opinion mondiale. À Matignon, Anne-Sophie Bradel, responsable de la communication, impulse une approche résolument moderne, centrée sur la bataille de l'image et la viralité des récits internationaux. Pour elle, la diplomatie ne se limite plus au salon feutré des chancelleries, elle se joue désormais aussi sur les réseaux sociaux où se forgent les perceptions globales. Son objectif est clair, transformer l'affaire en récit public structuré, où Starmer incarnerait malgré lui l'image d'une duplicité britannique exposée à l'échelle mondiale. Dans cette logique, la bataille diplomatique devient également une guerre de narration. Cette approche marque une rupture nette avec les habitudes françaises traditionnelles, historiquement attachées à une diplomatie plus institutionnelle et discrète. Mais face à l'évolution des codes de communication internationaux, Paris choisit de s'adapter et d'entrer dans cette nouvelle ère stratégique. L'équipe de Lecornu anticipe même les différentes réactions possibles du Premier ministre britannique et construit une réponse graduée en cas de dénégation de l'espionnage des preuves documentées, seront rendues publiques. En cas de minimisation des pertes économiques, les témoignages des salariés et des familles touchées seront mis en avant. Et si l'argument de la solidarité occidentale est mobilisé, alors seront rappelés les précédents historiques de tensions et de ruptures entre alliés. La préparation de cette confrontation prend alors une dimension presque militaire, traduisant une volonté claire, celle de ne plus jamais subir une humiliation diplomatique venue de Londres. Dans le cercle rapproché de ses conseillers, Lecornu résume l'état d'esprit en une phrase simple mais lourde de sens, cette fois tout est prêt. Il affirme avec assurance que Starmer découvrira une réalité que Paris entend désormais assumer sans détour lorsqu'elle est attaquée. La France sait répondre avec méthode et fermeté. Les 3 semaines qui précèdent le sommet d'Hiroshima sont ainsi entièrement consacrées à des exercices de simulation intensifs organisés dans les salons feutrés de Matignon, transformés pour l'occasion en véritable laboratoire diplomatique. Dans ce dispositif, Sylvie Bermann endosse un rôle central en incarnant Starmer avec une précision presque troublante. Elle reproduit non seulement sa manière de s'exprimer, mais aussi ses réflexes rhétoriques, ses arguments récurrents et ses stratégies de diversion. Face à elle, Lecornu s'entraîne à répondre sans faille dans un échange simulé où les rôles sont parfaitement maîtrisés. L'AUKUS renforce la sécurité du monde occidental, lance-t-elle, en adoptant une imitation parfaite de l'accent oxfordien du Premier ministre britannique. Sans hésitation, il réplique avec une froideur méthodique, accusant l'autre camp de fragiliser la confiance entre alliés par des pratiques de surveillance. À chaque répétition, les échanges gagnent en précision, les réponses deviennent plus tranchantes et la mécanique de confrontation se perfectionne. En parallèle, un spécialiste des négociations sous tension accompagne Lecornu sur un aspect plus subtil, la gestion des émotions. Son objectif est clair, apprendre à neutraliser les provocations et à conserver une maîtrise totale de soi. Il lui répète que Starmer cherchera à provoquer une réaction pour le déstabiliser et que sa véritable force résidera dans son calme absolu face aux attaques verbales. Cette discipline mentale s'avère décisive le jour de la confrontation réelle, tandis que le Premier ministre britannique perd progressivement son sang-froid face aux révélations françaises. Lecornu conserve une sérénité presque imperturbable, renforçant encore l'impact de chacune de ses accusations. Le déplacement vers Hiroshima se déroule dans une atmosphère tendue, presque solennelle, à bord de l'avion présidentiel français. Pendant les 12 heures de vol, Lecornu relie inlassablement les éléments de son dossier en mémorisant chaque détail, comme s'il préparait une opération de haute précision. Autour de lui, son équipe agit avec la rigueur d'un état-major en préparation de bataille, vérifiant les pièces du dossier et ajustant chaque argument pour maximiser son impact. Durant le vol, Sylvie Bermann lui rappelle une dernière fois l'enjeu symbolique de cette confrontation. Il ne s'agit plus seulement de défendre la position française, mais de porter la voix de tous ceux qui contestent désormais les pratiques jugées opaques des puissances anglo-saxonnes. Porté par ses soutiens, Lecornu voit sa détermination se durcir encore davantage, comme si chaque encouragement ajoutait une couche supplémentaire à sa résolution déjà inébranlable. L'objectif dépasse désormais largement le cadre d'un simple affrontement bilatéral entre Paris et Londres. Il s'agit selon lui d'un test grandeur nature sur la loyauté et la transparence au sein des alliances occidentales.
À Hiroshima, avant même que les discussions officielles ne commencent, l'ambiance est déjà électrique, saturée d'anticipation. Les médias internationaux pressentent une confrontation d'ampleur exceptionnelle entre les deux capitales, tandis que sur le terrain médiatique, les correspondants britanniques et français s'engagent dans une véritable bataille d'influence, chacun cherchant à imposer sa version des faits avant même l'ouverture des débats. Du côté britannique, la tension est perceptible, presque tangible. Les services de renseignement de Londres ont bien identifié des signaux laissant entendre que la France prépare une riposte d'envergure contre l'AUKUS, sans pour autant mesurer l'étendue réelle du dispositif élaboré à Paris. Dans les cercles proches de Starmer, certains minimisent encore la situation selon eux. Il s'agira d'une critique classique déjà connue à laquelle il suffira de répondre avec les arguments habituels liés à la sécurité dans le Pacifique. Cette confiance tranquille, voire cette forme de routine diplomatique, masque en réalité une grave sous-estimation de la stratégie française qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour le camp britannique. À la veille de l'affrontement, un signal inattendu vient pourtant modifier la donne. Ursula von der Leyen contacte directement Lecornu pour lui exprimer un soutien politique clair. Selon elle, l'ensemble de l'Europe observe avec attention et attend désormais une prise de position forte face aux pratiques des puissances anglo-saxonnes accusées de reléguer le continent à un rôle secondaire. Ce message à la fois discret et déterminant agit comme un puissant catalyseur pour Lecornu, qui ne se perçoit plus seulement comme le représentant de la France, mais comme la voix d'une Europe lassée des rapports de force post-Brexit. Le matin de la confrontation à l'aube dans le calme feutré de sa suite du Riga Royal Hotel Lecornu, procède à une dernière relecture méthodique de ses notes. L'heure est grave, mais la détermination est totale. Dans un échange bref avec son chef de cabinet, il affirme qu'il est prêt à dire devant Starmer et devant le monde entier ce que pensent réellement les Européens de ce qu'ils considèrent comme les ambiguïtés britanniques. Il conclut avec une fermeté glaciale qu'aucune humiliation ne sera désormais tolérée sans réponse. En arrivant au centre de conférence d'Hiroshima Lecornu, est immédiatement frappé par une intensité hors norme. L'événement attire une concentration médiatique rarement observée, plus de 300 journalistes, accrédité un niveau record pour un sommet du G7. Les caméras des principales chaînes internationales occupent déjà chaque angle stratégique braqué sur les acteurs de ce qui s'annonce comme un affrontement décisif. Dans la salle plénière, l'air semble chargé d'électricité. Chacun comprend instinctivement que ce qui va se dérouler dépasse largement le cadre d'une simple discussion diplomatique. Très vite, l'échange prend la forme d'une sorte de mise en accusation publique de la stratégie britannique post-Brexit. Lecornu y occupe de facto la posture de l'accusateur, tandis que Starmer, lui, se retrouve contraint d'endosser celle de la défense. Pendant que le premier ministre britannique expose son argumentaire autour de l'AUKUS Lecornu, l'écoute avec une concentration froide presque clinique semblable à celle d'un stratège observant sa cible avant l'impact. Chaque justification, chaque tentative de cadrage géopolitique, chaque effort pour relativiser les tensions est mentalement enregistré, disséqué, puis intégré dans une logique de réponse destructrice. Au fil de l'intervention britannique, Lecornu observe une structure argumentative qu'il reconnaît immédiatement, une rhétorique fondée sur la supériorité morale, la rationalisation stratégique et la minimisation des conséquences pour la France. Dans son esprit, le verdict est déjà prêt, tout cela sera déconstruit méthodiquement, étape par étape. Et effectivement, une fois le plaidoyer pro-AUKUS achevé, Starmer laisse derrière lui une série de failles exploitables. Ses justifications autour des alliances anglo-saxonnes dites « naturelles », ses efforts pour relativiser la déception française, tout comme sa vision géopolitique assumée, constituent autant de points déjà anticipés et préparés pour la contre-offensive. C'est à cet instant que Lecornu déclenche ce qui sera perçu comme un moment charnière de la rencontre. Il mobilise successivement documents, révélations et arguments comme autant d'instruments précis destinés à fissurer pièce par pièce la crédibilité britannique devant l'audience internationale. Pourtant, ce que la majorité des participants au G7 ne perçoit pas immédiatement, c'est la dimension profondément stratégique et psychologique qui structure chacune de ces interventions bien au-delà du simple échange diplomatique visible. En s'appuyant sur une formation pointue issue des cercles les plus spécialisés en psychologie de confrontation, Lecornu déploie en direct un ensemble de méthodes conçues pour neutraliser méthodiquement un adversaire en situation de crise diplomatique. La première approche repose sur une logique d'accumulation de preuves. Chaque affirmation est immédiatement soutenue par des éléments documentés empêchant toute tentative de contestation crédible. La deuxième stratégie consiste à organiser la montée en intensité émotionnelle
en structurant les révélations de manière progressive jusqu'à atteindre leur sommet avec les accusations liées à l'espionnage économique. La troisième méthode repose sur un renversement subtil des positions plutôt que de se défendre face aux critiques. Lee Cornu oblige Starmer à occuper lui-même la position de celui qui doit s'expliquer et se justifier. La quatrième technique vise à créer un enfermement moral en rappelant les épisodes historiques de coopération franco-britannique afin de transformer l'affaire AUKUS en rupture éthique difficilement défendable. C'est cette combinaison de mécanismes précis qui explique la puissance et l'impact extrêmement corrosif de son intervention sur la perception publique. Ce qui se joue alors dépasse largement le cadre d'un simple échange diplomatique. Il s'agit d'une démonstration quasi académique de neutralisation psychologique appliquée à un adversaire politique en temps réel. L'onde de choc provoquée par cette séquence excède rapidement toutes les anticipations françaises. En quelques heures seulement, des extraits de la confrontation circulent à l'échelle mondiale, traduits dans plus d'une trentaine de langues et relayés sur tous les continents. Dans la foulée, plusieurs institutions académiques spécialisées en relations internationales organisent des débats d'urgence afin d'analyser ce qui apparaît déjà comme une inflexion majeure dans les pratiques de la diplomatie contemporaine occidentale. À Harvard, l'analyse du professeur Joseph Nye met immédiatement en perspective la portée de l'événement. Selon lui, en seulement quelques minutes, le Cornu aurait profondément transformé les standards de la diplomatie moderne, démontrant qu'il est désormais possible de neutraliser un adversaire par la preuve et les faits, plutôt que par la pression ou l'intimidation. Dans le même esprit, à Oxford, le professeur Richard Dannreuther y voit un basculement structurel dans l'équilibre des relations occidentales, estimant que plus aucun dirigeant européen n'acceptera désormais que les puissances anglo-saxonnes définissent seules les orientations stratégiques de l'Alliance. Mais la réaction la plus significative vient sans doute du monde du renseignement international. Le fait que Lee Cornu ait rendu public certains documents classifiés britanniques constitue pour de nombreux analystes une rupture nette avec les pratiques diplomatiques habituelles. Du côté de la CIA, un responsable résume la situation sans détour. Un seuil a été franchi car exposer publiquement des activités d'espionnage entre alliés revient à redéfinir les règles implicites du jeu diplomatique. Ce précédent ouvre alors la voie à une dynamique inattendue. Inspirés par cette posture française, plusieurs États commencent à adopter des positions plus offensives. L'Allemagne remet sur la table la question des interceptions américaines révélées autrefois par l'affaire Snowden. L'Italie, de son côté, exige des éclaircissements sur d'éventuelles pratiques d'espionnage économique visant ces entreprises par des partenaires britanniques. Progressivement, l'idée s'installe en Europe qu'il est désormais légitime de demander des comptes à ses propres alliés. 6 mois après l'épisode d'Hiroshima, les effets géopolitiques de cette séquence apparaissent déjà profonds et durables. Dans ce nouvel équilibre, les relations franco-britanniques restent figées, mais la position de la France s'est nettement renforcée sur la scène internationale. Lee Cornu devient alors dans l'imaginaire politique européen le symbole d'un continent qui refuse désormais toute forme d'humiliation stratégique imposée de l'extérieur. Plus encore, la crise AUKUS agit comme un catalyseur accélérant l'idée d'une défense européenne autonome, poussant les États du continent à reconsidérer leur dépendance et à développer leurs propres capacités militaires et technologiques face à la méfiance croissante envers les anciens équilibres anglo-saxons. Le sommet européen de Prague en décembre marque l'aboutissement de cette inflexion majeure dans la diplomatie occidentale portée par la France. Dans un tournant inédit, les 27 États membres de l'Union s'accordent pour adopter une charte commune de loyauté entre partenaires posant comme principe fondamental la transparence totale dans les coopérations de défense et proscrivant toute forme d'espionnage économique entre alliés européens. Pour Wolfgang Ischinger, ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité, cet effet Lee Cornu a agi comme un déclencheur politique. Il aurait libéré une parole européenne jusqu'alors contenue, permettant désormais au continent d'assumer plus fermement ses désaccords avec les États-Unis et le Royaume-Uni lorsque ses intérêts stratégiques sont en jeu. Dans ce nouveau paysage, le Cornu dépasse largement le cadre institutionnel français pour s'imposer comme une figure symbolique à l'échelle mondiale. Il incarne aux yeux de nombreux observateurs une forme de résistance européenne face au jeu d'influence attribué aux puissances anglo-saxonnes. Son intervention lors du G7 d'Hiroshima est alors élevé au rang de référence dans les écoles diplomatiques, étudié comme un exemple de sang-froid politique et de conduite stratégique maîtrisée en situation de haute tension internationale. Avec le recul, cet épisode de mai 2026 à Hiroshima
est perçu comme un moment charnière de l'histoire contemporaine. Dans cette salle de conférence devenue historique, un dirigeant s'appuyant uniquement sur la force des faits aurait infligé un revers diplomatique majeur à l'un des partenaires les plus anciens de la France. Cette séquence opposant la transparence à la dissimulation et la loyauté aux logiques de rupture aurait ainsi ouvert une nouvelle phase de l'histoire européenne, celle d'un continent progressivement plus affirmé désormais, prêt à défendre ses propres intérêts face aux grandes puissances, aux grandes puissances, aux grandes puissances, aux grandes puissances.